Il y a une échelle avec laquelle on ne peut pas du tout tricher, c'est celle de la science. L'arithmétique, la science, c'est du certain. Et ça, on ne triche pas avec. Donc il y a besoin de quelques connaissances quand même sur le sujet avant de pouvoir commencer. Donc vous avez compris, des connaissances globales quand même à acquérir. Donc d'abord, je voulais parler de la notion de système. Le climat est un système et en fait on vit dans des systèmes. Un système, c'est un truc avec un point d'équilibre qui se déplace selon différentes tensions. Et ça change. Et puis il peut y avoir des effets d'emballement, des effets un peu dominos, ce que les gens appellent des boucles de rétroaction. C'est un peu comme la tectonique des plaques. Vous allez avoir les plaques qui se déplacent, les plaques volcaniques et tout ça, les séismes. Et donc au bout d'un moment, elles se rencontrent, ça fait une tension, il y a une accumulation d'énergie, ça ne bouge pas, jusqu'à d'un coup, ça fait une rupture, un séisme. Et tout ça, c'est un système qui se déplace avec quand même des événements plus ou moins intenses. Et donc en fait, le GIEC, donc qui sait ce que c'est que le GIEC? Ouais. Qui sait ce que c'est que l'Anthropocène? Non. Donc, le GIEC, c'est ceux qui font les rapports sur le changement climatique. Ils donnent des risques climatiques, puis ils expliquent que dans ces systèmes, machin, les gens ils peuvent à la fin ne plus avoir à manger à cause du changement climatique, par exemple. C'est quand même un sujet. Hein. Quand on n'a plus à manger, globalement, les gens ne sont pas très contents. D'abord, ils peuvent mourir, c'est pas chouette. Et ceux qui ne se laissent pas mourir, eh ben, globalement, soit ils ne font pas content chez eux, c'est une révolution, soit ils vont voir chez le voisin s'il y a à manger, ou alors ils vont faire pas content chez les autres. Et le GIEC a également d'autres tensions sur les systèmes urbains et sur les systèmes dans lesquels on vit, hein, dans les sociétés organisées telles que nous on vit. Alors le GIEC met des aléas climatiques, genre une tempête, une inondation, que sais-je, il suffit de mettre l'aléa d'à côté, hein, et puis manger. Et puis ça montre que en fait, les choses sont intriquées et donc on peut perturber comme ça les systèmes de transport, tout ce qui est production, industrie, alimentation, approvisionnement des villes, etc. Et donc ça peut entraîner des effets en cascade sur les systèmes. Voilà comment est constituée notre société, avec des systèmes de différentes natures, mais complètement tous intriqués. Vous avez des systèmes de différentes natures, donc géopolitiques, économiques, écologiques, je ne sais pas quoi, sociaux, etc. Vous voyez que tout ça, en fait, est très, très interdépendant. Donc notre système de développement actuel, il est hyper organisé, en silo, il est mondialisé et tout le monde est hyper spécialisé en fait. Et tout ça est très connecté. Alors il y a des gens qui ont étudié des systèmes, et des systèmes qui sont très très interconnectés, quand il y a un problème, ça fait boum comme ça. Voilà. Pas du tout résilient par rapport. Même si le résultat à la fin entre les deux systèmes est le même, c'est la dynamique qui est difficile. Il peut y avoir des effets dominos ou en cascade. Voilà. Et enfin, pour parler de la Terre, la Terre est également un système où il y a des écosystèmes, des systèmes du vivant, des systèmes physiques, le climat, etc., la tectonique des plaques. Donc, bon, peut-être que la particularité de la Terre, c'est la vie qu'elle abrite. Et donc, la Terre a également des limites, et donc des ressources sur cette Terre qui sont finies, donc, et parfois renouvelables ou pas selon la nature de ces ressources. Et donc nous, en tout cas, notre modèle de développement, il n'est pas du tout durable actuellement. L'humanité est sur un développement qui dépasse les limites planétaires. Et les Français sont ils utilisent l'équivalent de 3 planètes par an. Au bout d'un moment, ça ne fait pas de temps. Et il y a aussi le sujet de la finitude des ressources, parce que les ressources sont inégalement réparties sur le globe, et forcément, ça peut créer des conflits d'usage. Par exemple, on veut électrifier tout, notamment les voitures. Donc il faut du lithium pour les batteries, et le lithium il n'y en a pas partout, donc tout le monde va vouloir le même lithium au même endroit. Donc soit c'est le plus offrant, celui qui met l'offre de marché la plus chère qui remporte la mise, ou soit c'est celui qui arrive avec ses armes et qui dit bonjour, c'est moi qui prends. Voilà, basta. Alors l'histoire de l'humanité dans son environnement, juste comme ça, depuis la dernière changement climatique naturel, la dernière glaciaire, il y a eu une première révolution qui est le début de l'agriculture, qui a quand même permis le développement de civilisations telles qu'on connaît. Bon, l'écriture qui est quand même un sujet, alors désolé, c'est caché. Mais en fait, de là, vous partez à quelques milliers d'individus. Là, vous arrivez à la révolution industrielle, même pas 1 milliard d'individus, et en 150 ans, 8 milliards. Donc la révolution industrielle a permis vraiment une explosion du nombre d'humains sur Terre. Et tout ça, ça a été possible dans un climat parfaitement stable, de plus ou moins 1 degré, mais avec des fluctuations modestes. Voilà. Donc, on peut dire que c'est la stabilité du climat qui a permis l'épanouissement de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. On peut dire, en tout cas, c'est un constat. L'épanouissement de l'humanité a été possible dans ce climat.
Et donc, je l'ai dit tout à l'heure que le climat sur Terre, c'est un système, de nouveau, qui est régi par les lois de la physique, c'est assez complexe, mais dedans, il y a une chose essentielle à savoir, c'est le rôle des gaz à effet de serre. Donc, on voit sur ce genre de graphique que sur des temps qui sont des milliers d'années, la température et le dioxyde de carbone ou le méthane, qui sont des gaz à effet de serre, on voit une corrélation très étroite entre les gaz à effet de serre et la température sur Terre. L'effet de serre, je pense que vous connaissez ce que c'est. Globalement, la seule énergie qui arrive sur Terre, la principale énergie qui arrive sur Terre, c'est celle du Soleil, qui est donc soit renvoyée, soit absorbée par les océans ou le sol, et une partie est renvoyée dans l'atmosphère sous la forme d'infrarouges, et les gaz à effet de serre sont des gaz qui ont la capacité d'emmagasiner ces infrarouges et qui les restituent plus tard. Vous voyez donc une surface blanche renvoie beaucoup d'énergie. Tout ce qui est blanc et qui va fondre là prochainement va absorber encore plus. Et donc, nous, on vit la météo, c'est la chaleur dans l'atmosphère qui varie très vite. Il faut savoir que la température sur l'océan, elle varie très lentement, et dans le sol, en fait, tout se passe dans l'atmosphère, et un des problèmes, c'est que c'est complètement imperceptible parce qu'on ne les voit pas, on ne les sent pas, et ça rend le problème difficilement perceptible, justement. Alors, ce truc-là est assez connu, c'est la différence de climat entre l'Europe, peut-être ça, à 20 000 ans, en plein air glaciaire, donc il y avait des mammouths, machin, il y avait la banquise et 3 km de glace jusqu'au milieu de l'Allemagne. Vous allez en Angleterre après parce que la mer est 120 mètres plus bas. Et puis, sur la Terre, c'est la Sibérie, c'est la steppe et de la toundra. Et quelle est la différence de climat entre cette Europe-là et l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, où si on laisse la nature faire, il y a des forêts partout? C'est 5 degrés de climat. Donc si on fait 5 degrés de changement climatique en un siècle, vous allez voir que vous comprenez que c'est un peu compliqué. Et donc faire la différence entre météo et climat. Le climat, c'est une moyenne en fait des possibles météos sur un endroit donné. Et donc le climat, c'est cette courbe qui est toute gentille et toute douce. Mais nous, on ne vit pas le climat, on vit la météo de tous les jours. C'est notre réalité. Donc notre réalité, c'est les pics là et les potes. Donc voilà, il faut bien distinguer quand on parle de 1 degré de changement climatique, c'est un changement important, c'est pas du tout la météo que l'on va vivre. Donc ce changement climatique, c'est une réalité, c'est une façon d'illustrer, c'est ça, c'est le stripes. On voit depuis 60 ans que en moyenne, le climat se réchauffe et en fait là c'est rouge foncé. Donc c'est une certitude, on est déjà à plus 1,2 degré de réchauffement climatique de avant l'ère industrielle. Et on voit déjà aujourd'hui les conséquences avec des méga-feux. C'était en Californie l'année dernière, mais l'année d'avant, pardon. Mais on a même eu des feux de forêt en Bretagne. Cette année, l'année dernière. Les inondations importantes, et ça c'était chez nous, hein, le Benelux, l'Allemagne, c'est chez nous. C'est juste le hasard qui a été juste à côté. Là c'était des centaines de morts, hein, c'est pas juste Ginette qui voulait plus sortir de sa maison parce qu'elle a tout vécu toute sa vie dans sa maison. Là c'était des centaines de morts. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Chamonix voir la mer de glace. Donc chaque année, ils rajoutent des mètres et des mètres d'escalier parce que le glacier fond et de toute façon le glacier est condamné. Les coraux, qui sont déjà blanchis pour un tiers des coraux, les coraux abritent 25% de la vie marine dans l'océan. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui se nourrissent quand même de la pêche dans le monde. Voilà. Et donc on va aller globalement vers le changement climatique, ça va faire une augmentation des températures. Donc c'est ce genre de graphique-là, selon l'importance du réchauffement. Donc tout le monde se réchauffe, plus ou moins vite, plus ou moins fort. Et sur la Terre, sur les sols, on se réchauffe plus vite que sur l'océan. Donc globalement, si on a 1,5 degré de réchauffement climatique moyen, c'est-à-dire 3 degrés en France. Et donc également le changement du cycle de l'eau, parce que vous savez que s'il fait plus chaud, il y a plus d'évaporation, donc ça modifie le cycle de l'eau. Vous avez des zones qui vont s'aridifier, s'assécher, comme l'Amazonie par exemple. C'est un sujet, hein. Si l'Amazonie devient une savane, c'est un peu un problème. Et la Méditerranée, par exemple, aussi. On voit déjà, il y a beaucoup de gens autour de la Méditerranée. Et puis il y a des zones qui pourraient peut-être avoir un peu plus de pluie. On pourrait dire, il va pleuvoir dans le Sahara, on va pouvoir faire de la culture dans le Sahara. Mais 50% de pluie par rapport à rien du tout, ça fait toujours 50 de rien, 50% de rien du tout, de zéro, ça fait toujours quasiment zéro. Donc, et le GIEC donc, donne ce genre de graphique qui est. Donc ça c'est pour les précipitations intenses, donc les averses diluviennes, ça c'est pour les sécheresses agricoles, il y a le même truc pour les canicules, et donc ça dit qu'il va y avoir une augmentation des fréquences et de l'intensité des épisodes. Peu importe l'intensité du réchauffement climatique, mais plus on va vers un réchauffement important et plus ça va être compliqué. Et donc en France, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Des feux de forêt, on l'a vu, alors là c'est marqué 2050. Hein.
feux de forêt qui vont remonter au-dessus de la Loire, en Bretagne. Donc je pense que les choses vont bien plus vite qu'on ne pense. Je pense que les scientifiques sont des gens très prudents, qui nous disent des choses que quand ils sont certains, et à chaque fois qu'ils sortent des nouveaux rapports, c'est toujours de plus en plus ah ben on n'avait pas prévu ça, ça va plus vite que ce qu'on pense. Et vous voyez qu'il se passe déjà des choses qu'on pensait que ça serait 2050, c'est déjà aujourd'hui. Bref. Des feux de forêt, des canicules, des crues, des fleuves qui d'un coup se mettent à déborder, des risques de submersion, surtout sur le littoral ici. Et également, on voit ici les sécheresses agricoles qui prennent un vrai sujet. Le moustique tigre pour la santé. Voilà. Donc en fait, peu importe l'importance du réchauffement climatique, que ce soit 1,5, 2 ou 4 degrés, tout le monde est concerné, vous voyez. Et ce genre de raisonnement n'a aucun sens. Sur une planète qui est ronde, où tout le monde va... Voilà. Un autre sujet, c'est les tipping points, les points de basculement. Donc en plus de se réchauffer, il peut y avoir un moment de réchauffement, à partir de 1,5 degré de réchauffement climatique, on atteint des points de basculement, où le truc s'emballe de lui-même. Et là, il devient incontrôlable, complètement. Typiquement, vous savez, il y a des kilomètres de glace au-dessus du Groenland ou de l'Antarctique. Si ça fond, c'est un vrai sujet. Ou alors également ce qui fait le Gulf Stream, tous les courants, la circulation des courants, qui fait que en fait, Bordeaux est à l'altitude de Montréal. On n'a pas le climat de Montréal parce qu'il y a le Gulf Stream chez nous. Voilà. Ou un autre sujet, c'est le permafrost. Le permafrost, c'est le sol qui est gelé en Sibérie, vu qu'il fait tout le temps en dessous de zéro, le sol est gelé en permanence. Mais ce sol, en fait, il contient des quantités importantes de méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre. Le méthane, en fait, c'est la putréfaction de toute la vie qu'il y avait eu des millions d'années avant, qui est emprisonnée parce que le sol est gelé. Et si le sol dégèle, le méthane s'en va de la Donc ça fait qu'on pourrait passer de plus 1,3, dès qu'on atteint le point de bascule, ça s'emballe complètement, et là, on sait tout. Donc on joue un peu avec ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas de planète. Je suis content, j'ai pas dû changer de diapositive vu qu'on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Donc les conséquences du réchauffement climatique, c'est pas très sympa. C'est pas juste il fait un peu plus chaud, hein. C'est en fait des crises de biodiversité. Vous comprenez bien que la nature va souffrir, mais surtout des crises humaines, des crises humanitaires, des crises sanitaires, des crises économiques, des crises sociétales, des crises politiques, des géopolitiques, des guerres, etc., des révolutions. Et donc tout ça, on peut le résumer, si on veut, dans un seul mot, souffrance. C'est pas du tout une piscine au fond du jardin. De toute façon, il n'y a plus d'eau pour mettre dans la piscine, vous le savez. Restriction. Voilà, donc c'est ça, c'est des exodes massifs. Donc j'ai fait ce genre de graphique avec des projections, des scénarios différents, et il met en face un peu la résilience des systèmes humains. Est-ce qu'on va pouvoir s'adapter, est-ce à quel point on est vulnérable ou pas. Donc on voit qu'à 1,5 degré de réchauffement climatique, globalement, les impacts ils sont modérés, on peut à peu près encaisser le tout. À 2 degrés, c'est rouge, ça commence à être compliqué. 2 degrés, c'est la catastrophe. Et au-delà, cramoisi, très très vulnérable, on ne sait pas comment. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, pour ce truc de réchauffement climatique, chaque dixième compte, 1,5 ou 2,7 Celsius de réchauffement climatique, c'est pas du tout la même affaire pour nous les humains et pour tout ce qui habite sur cette Terre. Le GIEC, ça c'est noir sur blanc, c'est en anglais, hein, mais c'est marqué dans le rapport pour les décideurs politiques. À peu près 3,3 à 3,6 milliards d'individus, donc c'est la moitié de la population sur cette Terre, et hautement vulnérables au changement climatique. Ça veut dire qu'ils vont pâtir, soit ils ont fait une maison, soit ils vont faire manger, soit ils vont avoir des maladies. Donc c'est assez important. Donc, notre petit château de cartes du début, là, vous comprenez qu'il va prendre un sacré coup. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce consensus de la conférence des accords de Paris en 2015, sur l'idée de limiter ce réchauffement climatique à 1,5 degré idéalement, c'est ce que les scientifiques disent, il ne faut pas dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique, mais bon, on a dit 1,2 parce que... Bon, et donc, j'espère vous avoir convaincu, là, qu'il est absolument capital, vital, de tout faire. Alors, le truc, c'est que le système du climat a une inertie d'environ 20 ans. C'est Jean-Marc Jancovici qui prend cette métaphore et qui dit souvent que c'est comme si vous étiez au volant d'une voiture, ou lorsque vous décidez d'appuyer sur le frein, bah, pendant 20 ans, vous continuez encore à accélérer. C'est ça le truc. Donc on est sûr d'arriver, quoi qu'il en soit, même si on a 1,2 aujourd'hui, d'arriver à 1,5. C'est sûr, on va y arriver. Et on veut surtout pas dépasser 2. Voilà. Tout ça, je vous ai dit, chaque dixième compte, et la dynamique, c'est que le truc s'accélère. Pour X, Y, Z raison, donc je pense qu'on peut dire tous ensemble que c'est vraiment une urgence absolue. Alors, à cause du changement climatique, c'est les activités humaines, c'est le fait qu'on déstabilise les équilibres du bilan carbone, du cycle du carbone, qui est également un système.
par nos activités, toutes les émissions qu'on met avec le pétrole qu'on brûle et toutes les activités de production qu'on peut avoir. Donc ça, c'est le cycle du carbone. Donc les émissions, bah, c'est les humains et puis la forêt qui brûle. Et il y a quand même des choses qui naturellement absorbent le carbone. Et aujourd'hui, le meilleur truc qu'on connaisse qui absorbe du carbone dans l'atmosphère, CO2, c'est un arbre. Voilà. Un arbre ou l'océan également, qui joue un rôle important dans la captation du CO2. Soit c'est le phytoplancton, soit c'est l'évaporation passive. Donc voilà, les puits de carbone, les pompes qui vont aspirer le carbone dans l'atmosphère, c'est tout ce qui est vivant en fait. Et il y a des prisons de carbone, du carbone qui est stocké dans le sol. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on le prend, parce que pour nous, c'est des énergies fossiles. On est là, comme ça. Donc, on aura peut-être intérêt à le laisser là où il est. Alors là, c'est les scénarios du GIEC, qui fait donc 5 scénarios, il y en a, je vais schématiser en 3. Selon la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, on a des augmentations de température différentes. Et donc globalement, vous avez des scénarios de stabilisation à 1,5 degré de réchauffement climatique si dès aujourd'hui on baisse les gaz à effet de serre, la production de gaz à effet de serre, et même on laisse la nature se réparer au moment. Ou alors on continue comme aujourd'hui, de continuer à augmenter de plus en plus les quantités de gaz de produire de plus en plus de gaz à effet de serre. Et là, on se trouve sur des scénarios de 5 degrés d'ici la fin du siècle. Et il y a un scénario un peu entre les deux, là, c'est... alors nous, notre génération, là, jusqu'en 2050, on fait pas pire, pas mieux, tranquille, on fait stable, et c'est les autres qui se débrouillent avec le reste, et on arrive là sur du 3 degrés de réchauffement climatique avant la fin du siècle. Voilà. Ça, c'est le scénario un peu interne. 3 degrés de réchauffement climatique, on a atteint les points de bascule, etc. Quelles sont les politiques actuelles? Devinez. 3 degrés. Toutes les politiques actuelles mondiales vont vers 3 degrés. Alors que les objectifs sont ceux de l'accord de Paris. Voilà. Donc c'est ce genre de politique qu'on a actuellement, c'est ce genre d'action publique, d'action collective qu'on a. Donc si on prend à l'échelle des temps géologiques, le CO2, déjà on est à un record aujourd'hui, que ce soit des périodes glaciaires ou interglaciaires, on est déjà sur un record aujourd'hui et on le sait trop. Donc en fait, il y a donc voilà, le changement climatique est vraiment le sujet principal, mais il y a un truc encore plus énorme qui est en fait l'anthropocène, c'est le fait que l'activité d'une seule espèce sur Terre influence tous les systèmes, que ce soit les écosystèmes, les systèmes climatiques, etc. Et donc, c'est du jamais vu sur une planète, sur la planète en tout cas. C'est très rapide, c'est que depuis l'évolution, on va dire, industrielle ou pétro-industrielle. Et ça montre que le changement climatique n'est qu'une facette de la façon dont l'homme habite la Terre. Parce qu'il y a d'autres pollutions, les gaz à effet de serre sont en fait une pollution, mais il y a d'autres pollutions. Il y a la pollution plastique, il y a la pollution chimique, il y a les pesticides, il y a la photovoltaïque endocrinien, etc. Et puis il y a également toute la façon dont on habite la Terre par l'occupation des sols et par la prédation qu'on exerce sur le monde sauvage, qui est en fait une surprédation toxique. On exploite, on surexploite les ressources vivantes. Et en fait, ce truc, c'est en plus le fait de détruire le vivant, ça nous rend encore plus vulnérables. Parce qu'on peut le vivant est une ressource potentielle pour les humains. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc des limites planétaires. Il y a des gens qui ont conceptualisé les limites planétaires qui permettent aux humains de survivre sur la Terre. Et on en a déjà atteint 6 sur les 9 qui ont été conceptualisés, sachant qu'il y en a au moins une qui n'a pas trop été encore bien étudiée. Donc il y a un petit sujet. Où le changement climatique n'est qu'une des facettes. Cette diapositive pour montrer notre rapport au vivant, où en fait, ça c'est le bilan du passé, 70% de tout ce qui est vertébré sur Terre a disparu, en masse. Le vivant s'est écroulé déjà de 70% pour les vertébrés. Ça c'est un bilan du passé, c'est pas le futur avec le changement climatique, c'est notre façon d'habiter le sol jusqu'à présent. Ça c'est, j'aime bien ce truc, c'est la distribution de la biomasse des mammifères sur Terre. Alors déjà, info sidérante, 1/3 de tout ce qui est mammifère, du poids des mammifères sur Terre, c'est les humains. Donc ça m'a inspiré d'apprendre ça. Et le 2/3 restant, c'est le miam pour les humains. Voilà. Il ne reste à l'état sauvage de mammifères que de biomasse que 4%. Et on compte dedans des trucs assez lourds, genre des éléphants, des baleines, tout ça. Et pourquoi? Tout simplement notre façon d'habiter le sol. Il suffit de voir une carte du monde du ciel et on voit qu'en fait l'humain a pris toute la place, tout simplement. Ou n'habite pas que les zones désertiques. C'est un peu cette idée qu'on s'est extrait du vivant et on s'est mis au-dessus du vivant alors qu'en fait on est complètement
intégrer au vivant et on reste d'en subir un peu les conséquences. Donc quelques diapositives parlantes, et donc ça c'est par rapport au passé, hein, c'est pas le futur, c'est la déforestation en Amazonie. Pourquoi on déforeste en Amazonie? Pour manger des bons steaks de viande, hein. C'est le soja qui est fabriqué en Amazonie, qui vient de la déforestation, qui est importé en France pour faire de l'élevage. Donc la déforestation en Amazonie a atteint aujourd'hui un seuil critique, hein. On estime que si 25% de la forêt amazonienne est déforestée, la forêt amazonienne, ça devient une savane. Donc là on est à peu près à 22%. Donc en fait, avant même le changement climatique, la forêt amazonienne risque de perdre. Ça c'est l'île de Bornéo, vous savez, en Indonésie. Et donc ça monte la déforestation à Bornéo pour... Qu'est-ce qu'on fait pousser à Bornéo? De l'huile de palme, ça c'est pour le Nutella. Ou pour maintenant c'est Total qui met ça dans nos voitures, sans trop le dire à personne. Donc voilà, ce combat est assez illégal, on sait qu'il va gagner à la fin. Ça c'est l'artificialisation des sols, on voit l'expansion des villes telles qu'on les connaît. Ouais, le problème c'est qu'on ne voit pas cette pauvreté et ces gens qui, eux, subissent directement les conséquences de nos pollutions ou le vivant qui est littéralement enserré, qui meurt littéralement par le plastique parce que c'est visible, mais par les conséquences de notre activité. Vous connaissez peut-être également ce truc du 7e continent. Donc ça, les vacances du futur, chouette, ça donne envie. Donc les pesticides qui tuent les abeilles, etc. Donc, notre rapport actuel, en fait, vis-à-vis du vivant, c'est tout simplement de la surprédation, de la domination systématique. C'est pas moi personnellement, mais c'est notre système, en façon de vivre. Donc c'est un écosystème de masse carrée. Donc il y a un risque d'effondrement du vivant dont nous sommes la cause. Et le changement climatique n'est qu'une facette de cet anthropocène, donc c'est un peu cette idée, ce dessin. Alors, les humains seront-ils les prochains? C'est très d'humour. Vous pouvez taper sur votre téléphone tout de suite. ONU, ne choisissez pas l'extinction. Donc l'ONU, quand même, qui est une instance assez sérieuse, a ce genre de discours. Hein, c'est à amuser, façon de parler, à faire ce genre de vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, lundi 12 juin, ceci est toujours la seule planète où nous pouvons habiter. Hein. Mais les activités menacent tous les équilibres de la vie sur Terre et de notre propre existence à nous et à l'échelle de nous vivants, de nous dans les 20 ans à venir et de vos enfants. Et le truc, c'est qu'on ne le perçoit pas, on commence à peine à le percevoir, ce changement climatique, mais on ne le perçoit pas. En tout cas, on n'a pas conscience des conséquences de nos actions. Et ça, c'est un vrai problème pour pouvoir agir. Et c'est à cause de ce système un peu hyper spécialisé, hyper organisé, où, alors moi je sais faire mes lacets, mais je ne sais pas me nourrir tout seul en fait. Je vais au supermarché où il y a quelqu'un qui a tout fabriqué pour moi. Et en fait, tout est comme ça. Donc, ce système hyper spécialisé, qui est bien sûr capitaliste, néolibéral, et mondialisé surtout, et qui fait qu'on n'a pas connaissance des conséquences de nos actions. Cette histoire quand vous mangez un steak de viande, là, et ben en fait, si vous voyez les conséquences de la déforestation, si vous voyez comment sont cultivés le soja, si vous voyez les énormes bateaux qui transportent le soja, si vous voyez dans quelles conditions sont élevés les animaux que vous mangez, 70% de la viande, en France, c'est produit de manière industrielle, donc les vaches ne voient pas la lumière du jour. S'il fallait vous-même tuer la bête, etc., ben, ça serait peut-être un peu différent à la façon dont vous appreneriez de manger un steak, etc. Donc, beaucoup de choses nous sont cachées ou délocalisées, sinon c'est fabriqué en Chine, c'est fait ailleurs, les pollutions sont faites ailleurs. Et donc c'est vraiment un problème. Donc, le système mondial, c'est ça, hein, c'est du travail riche, etc. C'est assez illégal, mine de rien. Bon, je passe. Donc, ce système qui est basé à la base sur des ressources naturelles inépuisables et sur des croissances et des richesses continues, en fait, n'est pas soutenable et on en voit aujourd'hui les limites. L'état de providence en fait partie. Donc, le problème, c'est qu'il y a toujours beaucoup de gens pour critiquer et très peu pour faire. Et il faudra essayer de basculer un petit peu, passer de l'autre côté. Hein, le problème de notre société aujourd'hui, c'est aussi ça. Hein, c'est un peu du pain et des jeux, Netflix et des subventions, et on est tranquille. Mais dans tout ça, il y a quand même de l'espoir. C'est le GIEC, c'est l'ONU qui dit si on fait les bons choix de manière collective, on peut réduire de 40 à 70% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est absolument majeur. Mais pour ça, il faut changer nos modes de vie et nos comportements. Voilà. Pas d'autre recette. Et donc, autre diapo très très compliqué, mais en fait, il faut dire le titre. Il y a une fenêtre courte d'opportunité pour un développement résilient, humain, donc le réchauffement climatique inclus. Et parce qu'après, ça fait des effets de domino et c'est plus compliqué de changer. Puis on attend que ça compliqué.
Et ils mettent un peu une sorte de deadline là, aux alentours de 2030. On peut se dire qu'il faut avoir changé le système d'ici 2030, tout le système, d'ici 2030, pour pouvoir se développer de façon à peu près résiliente, positive, etc. Donc on voit qu'il y a quand même une marge de manœuvre conséquente entre le scénario le plus catastrophique du GIEC et les scénarios de stabilisation du climat. Il y a une marge de manœuvre qui est encore loin d'être négligeable. Et c'est nos choix d'aujourd'hui, hein, malgré l'inertie du système, qui détermineront tout ça. Et d'ores et déjà, aujourd'hui, on détermine le climat de 2050. Donc 2050, on est, j'espère, vous, moi, tous, encore vivants, on espère. Donc c'est à l'échelle d'une vie humaine, c'est pas... Il faut arrêter de penser 2100, il faut arrêter de penser 2100, il faut penser aujourd'hui. Donc, par contre, il y a urgence, nos choix en démocratie, donc notre système à nous politique, ça s'appelle une démocratie. Une démocratie, c'est les gens qui votent, et c'est les gens qui consomment, qui décident eux-mêmes. Vous pouvez également aller manifester dans la rue, c'est possible. Mais ça ne marche pas autrement. On vit toujours dans un système où, en fait, les dirigeants dirigent. On pense que les dirigeants prennent des décisions. On est dans une famille, et puis c'est les parents qui dirigent. Puis après, on va à l'école, et puis c'est le maître qui dirige. Puis après, on va en entreprise, au travail, et puis il y a toujours un chef qui dirige. Et en fait, on nous dit, bah, nos politiques, nos dirigeants, ils vont diriger bien. Non. Les dirigeants, ils font ce que vous avez mis dans le bulletin de vote. Donc si vous demandez du pouvoir d'achat, ils vous donnent du pouvoir d'achat. Si vous n'avez pas mis le climat dans le bulletin de vote, ils ne donnent pas le climat. Voilà. Donc les dirigeants appliquent un programme politique. C'est des applicateurs de testament. Éventuellement, ils se bougent si vous manifestez dans la rue. Ça les emmerde un peu. Donc, et vous avez également un grand mode d'action par votre implication personnelle ou tout simplement vos choix de consommation. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des gens politiques dans ça. Donc il y a un truc qui s'appelle le contrat social pour faire société. Et bien cette histoire de faire un projet de société, d'une société qui, comment dire, en fait c'est un vrai projet de société d'être résilient vis-à-vis du changement climatique. Personne, je pense, sur cette terre serait contre un projet qui dit on va vous offrir un monde vivable demain. Je pense que c'est un vrai projet de société. Bien mieux que tout. C'est pour ça qu'on entend parfois ces phrases de « nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes la dernière génération qui puisse agir ». Des phrases qu'on entend un peu dans les médias parfois. Vous avez, j'espère maintenant, compris le pourquoi du comment. Donc en fait, il faut du changement immédiat, urgent, radical, donc c'est pas de la mesurette, et assez global quand même, assez systémique. Et ça c'est mon opinion, hein, mais ça me semble être une nécessité absolue, vitale, à la fois et morale également. Donc c'est pas le discours habituel qu'on entend de transition toute gentillette, ça s'appelle une révolution. De toute façon c'est pas compliqué, soit on fait la révolution qu'on veut pour pouvoir vivre à peu près dignement, soit les révolutions vont arriver d'elles-mêmes par les conséquences du changement climatique. Alors en fait, il faut comprendre que du coup on a un budget carbone en fonction du budget que l'humanité se donne, plus ou moins important, et ben on a fin des changements climatiques, plus ou moins importants. Et donc il faut penser bilan carbone. Donc il y a des gens dont c'est le métier, mais nous, même en tant qu'individu, on doit penser budget carbone. Et donc l'empreinte carbone d'un Français moyen, alors c'est des chiffres qui sont un peu vieux, mais ça donne un ordre d'idée, c'est marqué. 11 tonnes. Je ne sais pas si vous saviez. 10 à 11 tonnes. Pour respecter les accords de Paris et pour être neutre, c'est-à-dire ne pas émettre plus de carbone que l'atmosphère, que les systèmes vivants peuvent en absorber, c'est 2 tonnes. Donc voilà la marge qu'il faut avoir. Bref, elle est assez importante. En fait, il n'y a pas d'autre choix. Si vous devez ne faire qu'un seul truc, c'est ça. Vous devez choisir entre maintenir votre mode de vie, votre petit confort de tous les jours, ou éviter le crash climatique. Donc il faut se rationner. Soit c'est publiquement, on décide collectivement de se rationner nous-mêmes, par des actions publiques, soit déjà nous, on a une responsabilité individuelle et on se rationne volontairement. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. Donc on a compris, c'est des choix politiques et sociaux, mais ces choix politiques et sociaux, ils commencent d'abord à l'échelon individuel. Il ne peut pas y avoir de changement systémique dans une démocratie sans changement individuel. Est-ce qu'on va être capable de faire la troisième révolution qui est là, d'éviter le crash de la population humaine? En tout cas, changement climatique anthropocène, la solution, on la connaît, c'est nous qui en sommes acteurs et capables, et on en est également la cause. Donc, maintenant que vous êtes au courant, à vous de vous positionner comme cause ou comme solution. Donc voilà, à chacun de voir où on se situe, de Chine ou le climat change, pourquoi pas vous. Alors, il y a un truc qui s'appelle le Carbone 4 qui a fait un petit peu une étude pour savoir qui peut faire quoi.
Et globalement, nos choix individuels peuvent permettre de baisser déjà immédiatement, assez rapidement, de 25% notre empreinte carbone. Donc nous, par nos choix, manger moins de viande, isoler sa maison, aller au travail plutôt en vélo qu'en grosse voiture, aller en vacances en train ou faire des moyens tout ça. Et ben, tout de suite là maintenant, on peut déjà diminuer de 25% le carbone qu'on émet dans l'atmosphère. C'est du coup loin d'être négligeable. Hein. On a dit déjà si on faisait 50% d'ici 2030, ça serait super. Mais le système contribue aux 3/4 à vos émissions. Parce que dès que vous achetez un truc, peut-être qu'il vient de Chine, et puis il n'y a pas d'autre choix que ça vient de Chine. Donc tout ce qui est made in China, c'est made in charbon, et puis il faut le transporter en plus. Donc voilà. Le changement doit être général, bien sûr, individuel et systémique, à la fois personnel et professionnel. Et je l'ai déjà dit. Mais comprenez bien que le changement de système ne peut avoir lieu qu'une fois que les individus du système ont changé. Ça ne peut pas fonctionner autrement. On n'est pas en Chine, c'est pas l'État qui dit demain il se passe ça et tout le monde s'aligne. En démocratie, c'est pas du tout ça. C'est vous, chacun, qui allez, par votre consommation et par vos priorités, pouvoir entraîner par vos actions, et puis l'effet mimétisme, pour entraîner un changement de système global. Donc voilà, alors la question, donc, il y aura des révolutions, soit nous on fait notre révolution, soit on subira des révolutions. En tout cas, il faut savoir, on peut penser, vu ce qui va se passer, que ce genre de choses arrivera peut-être. L'impunité ne sera pas là. Il va y avoir certainement à l'avenir des jugements ou des nouveaux concepts qui vont apparaître comme l'écocide et ce genre de choses, quoi. Et les gens qui sont responsables vont être traités comme ça. Bon, c'est un peu dur là. On va souffler. Alors, comment vous sentez? Est-ce que vous êtes complètement sidéré? Vous n'êtes plus capable d'entendre quoi que ce soit et on peut s'arrêter là? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous avez envie de bouger, d'être dans l'action? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Alors, qui est optimiste? Oui, il y a quand même des optimistes, et je pense qu'il faut être optimiste. Les pessimistes, les autres. Qui est sidéré? Qui est complètement KO? Non, qui est en colère? Qui est triste? Voilà. Donc, face à sa réaction, en fait, c'est une réaction de... D'abord, il faut accueillir ces émotions, c'est normal d'avoir des émotions. Et face, en fait, on a des situations de deuil de croyance que tout va bien et qu'on va pouvoir vivre tranquillement comme on l'a toujours fait. Pas du tout. Donc ça, c'est typiquement dans les situations de deuil, on connaît ça en médecine. Donc le déni, c'est normal, l'énervement, la colère, c'est normal, la tristesse, c'est normal. Le but, c'est de passer assez rapidement à l'acceptation pour pouvoir avancer. C'est normal de faire parfois des choses. Et deuxième chose, c'est que l'entraide face à des informations difficiles est vraiment capitale et importante pour se soutenir mutuellement. Les émotions, comme je l'ai dit, elles sont donc normales et même la peur, en fait, est un truc de survie et il ne faut pas renier sa peur, c'est un élément normal et ça permet d'ailleurs d'agir. Il faut juste les reconnaître, les accepter et en parler tout simplement. Alors il y a par contre un risque de biais, il y a des biais cognitifs. Peut-être que ce que vous avez compris n'est pas ce que j'ai dit, parce que ça heurte trop vos certitudes en fait. Et il y a plein de biais cognitifs, j'en ai pris quelques-uns, qui est le biais d'optimisme. Les gens pensent toujours que ça va aller. Et globalement, si on prend un amphithéâtre, on dit qu'il y aura 50% pour qui il va se passer une mauvaise nouvelle, 50% de gens pour qui il va y avoir une bonne nouvelle, et bien on demande aux gens qui pensent qu'il va avoir la bonne nouvelle, 60% déjà non, lèvent la main. Qui pense qu'il va avoir la mauvaise nouvelle, 40% des gens lèvent la main. On pense toujours que les problèmes c'est pour les autres. Typiquement le Covid. On sait que le Covid, quand c'était en Italie, on disait oh, puis après ça arrive en Moselle, là, oh, et puis d'un coup ça arrive, on ne pas. Il y a des biais de renforcement également, ça c'est des trucs de Facebook et des algorithmes qui vous nourrissent dans votre bulle. Et en fait, on entend mieux ce dont on est déjà d'accord, les choses avec lesquelles on est déjà d'accord, et on n'entend pas bien, on n'écoute pas, on n'entend pas, on ne comprend pas les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Il y a ce truc-là qui est, je pense, le plus puissant, c'est l'effet spectateur. C'est cette expérience sociale où si on met deux personnes dans la rue, il y en a un qui s'écroule, qui fait un malaise, forcément la deuxième personne qui est toute seule va lui porter assistance. Si on met 5 personnes, il y en a 2 qui vont lui porter assistance. S'il y a 20 personnes, plus personne ne lui porte assistance. Tout le monde se regarde. Tout le monde pense que c'est à l'otage. Ça, je pense que c'est l'effet majeur de ce biais cognitif. Donc voilà.
Alors la psychologie du changement, le changement c'est de l'incertitude, donc il y a des gains, il y a des pertes, ça peut être excitant, mais ça peut être également une source d'inquiétude. Il faut faire des arbitrages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le changement se fait, l'humain n'accepte le changement que dans l'équité, dans l'égalité. Importance des modèles, c'est-à-dire de gens pour qui on peut se référer, il a fait comme ça, je vais pouvoir faire comme lui. Et importance d'être accompagné également pour les changements. Oh, je suis trop loin. Là. Alors les étapes du changement, ça on connaît bien ce truc-là en addictologie, où il faut réussir à faire les gens passer à l'action et arrêter par exemple leur consommation d'alcool ou que sais-je. Donc vous n'êtes plus dans l'ignorance, ça c'est faux, vous êtes peut-être dans la contemplation de la préparation. Le but c'est de passer à l'étape d'action, et pour ça il y a un seul truc, c'est la motivation. J'espère vous avoir donné des éléments de motivation avant. Il y a deux types de motivation. La motivation automatique, un peu émotionnelle, limbique, c'est les médecins qui disent ça, c'est jouer sur les émotions, c'est assez archaïque, c'est la peur viscérale. Alors c'est bien, ça permet c'est un peu l'électrochoc, mais le problème c'est que si on maintient ça trop souvent, ça stresse les gens, c'est pas très bénéfique sur le long terme. Et puis il y a la motivation réflexive du cortex, de la pensée, de la connaissance, qui est finalement la motivation sur laquelle il faut jouer sur la durée. C'est grâce à ça qu'on peut permettre de passer de la préparation à l'action. Donc il faut s'instruire. Les motivations, on en a parlé, et il y a cette histoire également de responsabilité. Le problème, c'est de notre fait, et on est capable d'agir dessus, à la fois sur le plan moral et tout simplement pour se mettre en cohérence avec ses valeurs. Cette histoire de dissonance cognitive, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce truc-là. En fait, tout simplement, parfois on fait des actes et on se dit « je ne devrais pas le faire, mais le système nous pousse à le faire, et donc on continue à le faire ». Peut-être qu'il faut essayer de se mettre plutôt, en tout cas d'être en paix vis-à-vis de soi-même, même si les choses vont aller de pire en pire ou ne vont pas aller dans un mode sympa, et au moins, soit on fait sa part, on est en paix avec soi-même. On a fait des actions. Il y a des valeurs qui peuvent être transcendantes, notamment le moteur affectif. Si je ne suis pas capable de le faire pour moi, je le fais par amour de mes enfants, pour amour de la beauté du monde, de la nature, de je ne sais pas quoi, de l'équité dans le monde, je ne sais pas. Il y a en tout cas, ces valeurs, elles sont différentes selon les gens, donc il y a des priorités qui vont être différentes selon les gens, et il faut être OK avec ça. Et il faut également voir les co-bénéfices qu'on peut avoir. Par exemple, d'aller au boulot en vélo, on fait du sport, c'est bon pour la santé, on prend l'air, c'est sympa, etc. Donc il ne faut pas, si on isole son logement, on va avoir un gain financier. Il faut voir également tous les co-bénéfices qu'on peut avoir au changement d'avis. Il y a également des sources d'espoir. D'abord, qu'on n'est pas tout seul, et la deuxième, c'est que l'action rend optimiste. Je pense que passer à l'action, en fait, ça rend tout simplement optimiste. Et il y a une force, je pense, qui est énorme, c'est celle de mimétisme. Les gens font comme leurs voisins. Les gens font tous pareil. Moi, j'ai un collègue à Saint-Vincent qui, il y a 7-10 ans, venait à vélo. Et au début, tout le monde disait « il est fou, il est fou ». Il est en vélo, il est en vélo. Tous les jours, tout le temps, il est en vélo, il est fou. Puis, il y a de ça 4-5 ans, il y a 2-3 autres personnes qui viennent en vélo. On fait « tiens, c'est marrant, il y a des gens qui viennent en vélo au boulot ». Puis, il y a de ça 2-3 ans, il y a de plus en plus de gens, puis on se dit « tiens, c'est sympa l'été de venir au vélo, c'est vrai que c'est pas plus long, et puis ça me fait du bien ». Et en fait, le dernier qui montera sur son vélo pour aller au boulot, ça sera un crétin. Et c'est comme ça. Donc les gens font comme leurs voisins. Il faut juste un premier qui a débuté. Et le changement, il faut le voir d'une façon personnelle et l'adapter en fait en fonction de chacun, des appétences de chacun. Le changement, il est plus facile lorsqu'il est volontaire, lorsqu'on le veut, que lorsqu'on le subit. Et vous avez compris qu'on allait subir des changements. Choisir, c'est changer. Il est également peut-être plus facile lors des événements de vie. Par exemple, si on a un enfant, peut-être qu'on va faire attention à ce qu'on mange, on va faire attention à la pollution dans la maison, on va peut-être changer de voiture, ou dans une crise, genre la guerre en Ukraine. Mais le tout, c'est un peu préparé. Et en tout cas, j'en ai parlé, il faut que ce changement ait lieu dans un contexte de justice. Donc vous pouvez faire ce genre de graphique, si vraiment vous êtes quelqu'un qui a besoin de se poser. L'impact de l'action, ça, il suffit juste de se renseigner pour savoir si l'action elle est très importante ou pas. Les gens veulent bien faire des changements pour une action importante. Puis après, vous faites votre échelle à vous personnelle d'acceptabilité. Ça dépend de chacun, ça. Vous commencez par ce qui est le plus facile et le plus pertinent à faire. Il faut bien comprendre également qu'on ne peut pas être parfait du premier coup. Il faut y aller par étapes. Et peut-être que la première étape, c'est trier ses déchets. En fait, ça ne sert pas à grand-chose, mais on ne pourra arrêter de prendre l'avion que si on a commencé par trier ses déchets. Parce qu'il y a eu d'abord une sensibilisation, et puis c'est l'étape d'après qui sera la grosse étape. Mais il aura fallu peut-être une ou deux étapes avant. En tout cas, pour induire un changement autour de soi, il faut une action accompagnée et positive, un truc sympa. Une expérience personnalisée et positive. Voilà. Et c'est la multiplication en fait, des actions chez moi, chez un individu,
je trie mieux mes déchets, je vais, si possible, dès que je peux, au boulot en vélo, en vacances, je sais pas, je prends plus l'avion, je prends. Donc les multiplications des individualisations chez moi. Puis ensuite, chez des individus, bah, vous faites comme moi, vu que j'ai un vélo, bah, vous prenez aussi votre vélo, et ainsi de suite, qui permettra d'engendrer un changement. Mais pour vouloir le changement, bah, il faut plus faire du yaka faucon, il faut faire du je fais, j'agis. C'est cette étape-là qui. Voilà. Donc il y a peut-être des nouvelles valeurs collectives à revoir. Hein. Créer également un futur désirable, tout un imaginaire à créer, non pas de catastrophe en cours, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se créer collectivement, se faire un mythe ou un récit de choses positives, d'être reconnecté à la nature, reconnecté entre humains, etc. Voilà, on dit pas sa mère, on la respecte. Donc voilà, revoir ces valeurs, hein, responsabilité, harmonie, bien-être, valeurs essentielles, besoins essentiels et pas le superflu, etc. Ralentir, parce qu'aujourd'hui, c'est notamment là. Revoir le progrès. Qu'est-ce qu'on définit comme progrès? Bah, peut-être que c'est tout simplement de pouvoir survivre sur cette terre, vivre en harmonie. La durabilité, peut-être. Et donc redonner des super-pouvoirs, du sens aux super-pouvoirs qu'on a. Aujourd'hui, dès qu'on utilise une machine, en fait, on a un super-pouvoir. Quand on monte dans un avion, on vole et on va à 900 km/h. Et ben, pourquoi ne pas utiliser tous ces super-pouvoirs que nous donnent les machines à des choses peut-être plus utiles pour l'humanité, plus pertinentes? Donc, à nos cerveaux. Alors, il y a plein de mauvais arguments, contre-arguments, que j'entends souvent, genre ça coûte trop cher. En fait, il faut comprendre que dans le monde d'aujourd'hui, le système d'aujourd'hui, le coût économique des pollutions est extrait. Les pollutions, on les paye plus tard. Donc, c'est les générations d'après qui les payent. Mais lorsque vous achetez un truc made in China, vous ne payez jamais les pollutions liées au charbon, au transport, etc. Et donc en fait, il faut voir ça comme un investissement. Il faut voir, lorsqu'on achète quelque chose, le juste prix des choses, en fait. Moi tout seul, je ne peux rien changer. Il y a des aides plus importants, il y a les Américains, il y a les Chinois, il y a les États, il y a les grandes entreprises qui polluent. Mais c'est ce que je disais, le changement il est vraiment un échelon individuel. Il ne peut pas y avoir de changement systémique sans un échelon individuel. Et après, c'est vous en tant que consommateur et comme citoyen qui peuvent faire pression. J'aime beaucoup cette diapositive qui est très parlante. Si tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire? En fait, personne n'agit. C'est cet effet de spectateur. Que font nos dirigeants? C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, en démocratie, c'est l'opinion qui dirige. Donc il faut arrêter de penser que c'est les dirigeants qui vont diriger quoi que ce soit. Nous, les dirigeants. Oh non, c'est plus mon âge que ça. Alors ça, c'est le discours parfois de certaines personnes âgées. Mais en fait, déjà, le problème, c'est leur héritage, donc c'est de leur responsabilité. Donc ils sont quand même un peu responsables de tout ça. À la fois la pollution actuelle, le réchauffement climatique qui est actuel, à la fois le système tout pourri que je vous ai décrit, c'est quand même pas chouette. Et puis il y a quand même un sujet qu'un tiers de la population en France a plus de 60 ans, donc elle est plutôt vieux. Et pourtant, c'est eux qui ont le capital et c'est eux qui votent. Donc c'est eux qui ont le pouvoir le plus important dans la société. Donc à défaut d'être moteur dans le changement, on peut bien comprendre qu'avec l'âge, on ne soit pas toujours le premier à être influenceur et sur le pavé, mais au moins ne pas bloquer le changement de système. Voilà. Donc conclusion, s'informer sur la responsabilité, accepter le problème pour mieux vivre, vouloir le changement, passer du yaka faucon à je fais, j'agis, et agir. Peu importe comment vous faites, peu importe par quoi vous commencez, agissez, commencez à agir. Le changement, ça prend du temps et l'énergie, c'est sûr. Agissons ensemble, faisons notre part, passez du jeu au jeu. Voilà. Et c'est vraiment le défi de notre siècle et le défi de l'humanité. Je pense que vous l'avez compris, et c'est à notre génération de le porter. Vous l'avez compris également. Il y a un seul pari gagnant, en tout cas, c'est celui d'essayer. Si on n'essaie pas, ça ne pourra pas marcher. Donc voilà, parfois, certaines générations ont du mal à comprendre ce qui se passe. On Greta Thunberg qui peut énerver un peu. En fait, ce qu'elle dit, c'est juste ça, quoi. Je veux vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas arrêter le problème, on peut essayer de le limiter en diminuant les quantités de gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère, donc en changeant notre façon de consommer. Il y a un mot-clé qui est la décarbonation et surtout la sobriété. On ne peut pas y arriver autrement qu'avec de la sobriété. Il y a plein de façons de faire, par la réglementation, par notre façon de consommer. Au lieu d'acheter du neuf, on peut acheter du deuxième main, etc. Il y a plein de choses à faire. Et également prévoir des stratégies de résistance. On sait qu'on va se prendre des chocs climatiques, on sait qu'on va prendre des canicules, des montées d'eau, etc. Donc on peut s'adapter, on peut le prévoir, l'anticiper, donc être plus résilient. Et puis, il y a un troisième sujet qui est de continuer c'est important de sanctuariser les écosystèmes qui sont nos alliés en fait dans le changement climatique et qui vont subir le changement climatique. Il faut changer le système, on en a parlé, et tout ça dans un contexte de justice. Les solutions existent, c'est un truc qui s'appelle le Schist Project qui a publié une sorte de rapport ou de guide, de plan, de transformation de l'économie française. Ils ont regardé tous les champs d'économie, ils ont dit comment on pouvait faire
pour être en ligne avec les accords de Paris en France. Il y a également le GIEC, en fait, toutes les ressources, toutes les solutions sont dans le GIEC, il suffit juste de regarder. Et il y a même l'ADEME qui a fait 4 scénarios qui sont assez intéressants, entre des scénarios où on mise tout sur les technologies, et puis des scénarios où on est plus sobre, ou plus coopérant, on va dire, il y a plus de coopération. Alors, ça c'était global. Et vous avez compris qu'en fait, c'est important de parler de ça avant de parler de notre secteur. Bon. Le secteur de la santé, ben, c'est quand même un truc assez complexe. C'est pas juste, quand je parle à des soignants, c'est pas juste nous soignants qui soignons les gens, c'est un truc quand même plus organisé. Il y a la vie, il y a l'hôpital, il y a le médico-social. Et en amont, il y a toute une chaîne d'approvisionnement importante entre ceux qui produisent les médicaments et les dispositifs médicaux, ceux qui les acheminent, ceux qui les distribuent, ceux qui les financent, ceux qui les réglementent, etc. etc. Un hôpital, c'est également une maison, donc il y a du bâti, il y a de la restauration, et puis des transports. Le système il est complexe, beaucoup d'acteurs, chacun doit être responsabilisé entre les offreurs de soins, donc les gens qui soignent, pour faire ça, les bénéficiaires du soin, donc les patients, les consommateurs, les financeurs, les producteurs de biens et services, les institutions publiques, etc. Il y a une gouvernance étatique, financière et des professionnels, donc il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'institutions qui pourraient s'emparer du sujet. Le secteur de la santé est très consommateur de ressources. Déjà, ça engloutit 11% du PIB, de la richesse publique, c'est énorme. Alors, si on tape, je ne sais pas, vous avez rempli votre fiche d'impôt. Donc, vous avez peut-être reçu un mail, on voudrait avoir votre avis, ou sinon, vous pouvez aller sur Internet et on tape où vont mes impôts. Il y a un site qui est fait. Et donc, déjà, en France, on est un État très socialiste, parce que 56% de la richesse économique est redistribuée. Et dans cette richesse, eh ben, on voit qu'une part majeure va à la protection sociale. Protection sociale dont nous dépendons complètement en tant que soignants. 46%, c'est la maladie. Un quart à la retraite, 6% à l'autonomie, mais bon. Qui est malade en fait, majoritairement, sans faire de... C'est un constat, hein. Les personnes âgées. Donc en fait, les personnes âgées engloutissent à peu près un quart du gâteau collectif, quoi. C'est un sujet, c'est un vrai sujet, c'est un constat. Hein. Mais la répartition des ressources, des richesses publiques en France, c'est un sujet, sachant que les personnes âgées ont le capital. En tout cas, nous, soignants, nous sommes dépendants de toute cette richesse publique, un quart de la richesse publique. Or, si on veut, quelqu'un qui a fait une équation, il a fait des maths, et il dit le CO2 humain, eh ben, il y a 4 facteurs sur lesquels on peut agir. Vous êtes d'accord, je ne sais pas si vous vous souvenez des cours de maths, que si on met quelque chose en haut et en bas, ben, on peut les barrer et ça devient mieux. Donc en fait, j'ai le droit d'écrire ce genre de choses. Et à la fin, du coup, on peut écrire en haut et en bas la même chose, en haut et en bas la même chose. Donc il y a 4 facteurs sur lesquels on peut agir pour baisser le CO2 humain. C'est l'énergie qu'on va utiliser, est-ce qu'elle est carbonée ou pas? Donc on est tous d'accord pour utiliser des énergies non carbonées, notamment des énergies renouvelables, arrêter le pétrole. La quantité d'énergie sur PIB, ça c'est l'efficience énergétique, ça c'est les technologies. Et ça, PIB sur population, vous êtes peut-être capable de le dire, c'est la richesse individuelle. Et la dernière, c'est la population. Alors on va éviter de tuer les gens, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On peut quand même réguler les populations, il y a des politiques familiales, etc. qui peuvent exister. Mais ce terme-là, ça veut dire qu'on va être moins riches. Tous, individuellement, et tous, collectivement. Donc ce truc de le gâteau de la santé, il faut toujours plus de moyens, oubliez. Il va falloir apprendre à soigner avec moins de moyens, c'est sûr. Et vous vous rappelez du dilemme, soit on sait les souffrances que j'ai décrites au début, soit on diminue le CO2 humain et tout ça dans le contexte zéro. Vous voyez qu'il y a des sujets. Hein. Il y a des sujets. Un autre sujet, c'est des pays européens, mais la France et l'Allemagne, c'est pareil. C'est la croissance du PIB depuis les années 80-90 et la dette. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que notre modèle social actuel, il vit à crédit, puisqu'il vit sur la dette. Et moi, je me pose même la question que, est-ce qu'on ne ferait pas de la croissance avec de la dette hein. Bon, bref, c'était le petit mot. Donc voilà, notre système de soins consomme énormément de ressources financières, également beaucoup de ressources humaines. Il y a beaucoup de gens en France qui sont des soignants ou des gens qui tournent autour du secteur de la santé, des cadres, des producteurs de biens et services de soins, etc. Donc c'est 2 millions de personnes qui sont employées quand même, donc c'est énorme. Et les besoins ressentis de la population sont toujours en augmentation parce que maladie chronique, parce que vieillissement de la population,
Parce que le droit, on pense qu'on a le droit à la santé, qu'on a le droit à pas être malade, c'est faux, etc. Donc, si on fait le bilan carbone de la santé, en fait, il est lourd, et c'est le 5e secteur le plus producteur de gaz à effet de serre en France, derrière l'alimentation, derrière les transports, etc. Donc, soigner pollue. Soigner pollue. On n'en avait pas conscience avant. 8%, c'est quand même important. Derrière le bâtiment, etc. Voilà. Et en plus, le bilan carbone il est mal fait, donc on a du mal à faire des bons arbitrages. Lorsqu'on fait un bilan carbone, c'est un peu compliqué, mais il ne faut jamais oublier ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes, parce que dans celui de la santé, le scope 3, c'est 90% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si vous ne faites pas un bilan carbone bien, avec les émissions indirectes, vous oubliez tout. Donc le bilan carbone de la santé, c'est ça. Donc lorsqu'on dit que on fait des super actions écolo et qu'on est vraiment super bien en triant les déchets, et voilà, 2% pour le carbone. Ou en éteignant la lumière en sortant du bureau. La majorité, en fait, c'est ça, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. C'est la grande majorité. Après, c'est les transports des gens, donc que ce soit les personnels, les soignants ou les patients. Et puis également le bâtiment, l'alimentation. Voilà. Donc, soigner pollue, en gaz à effet de serre, et puis également, il y a des pollutions spécifiques à la santé. On utilise plein de trucs à usage unique, donc il y a plein de plastiques qui sont mis dans la poubelle, des déchets spéciaux comme les plasteries, puis il y a toutes les molécules comme les antibiotiques qui se retrouvent dans la nature, les antidépresseurs, etc. Donc voilà, soigner pollue énormément. Et en plus, quand on soigne les gens, on augmente la population, et vous avez compris que plus il y a de gens qui consomment, et plus on peut. Donc, je ne dis pas qu'il faut tuer des gens, mais il y a des flux. Les maladies chroniques, en tout cas, sont principales. Autre info, c'est dans la santé des gens, quelle est la part du soin? Quelle est la part du soin dans l'état de santé des gens? Ça, c'est un truc des États-Unis, mais c'est assez intéressant. On voit là les sous-sous qui sont mis dans le sujet et puis le pourcentage. Donc les soins aux États-Unis, et donc sur le modèle occidental, on peut dire, c'est 10%. En soignant les gens, on contribue que à 10% de leur état de santé. Et en fait, l'environnement c'est 10% également, mais vous avez compris que l'environnement en plus va se dégrader. La biologie, donc c'est les facteurs intrinsèques, c'est 20%. Et en fait, la plupart, c'est les comportements et le contexte socio-économique des gens. Donc en fait, on passe énormément d'efforts financiers à soigner les gens, mais c'est pas ce qui les rend les plus en bonne santé. 20% de la mortalité est due à des facteurs environnementaux, aujourd'hui déjà en Europe. Et donc en fait, les gens qu'on va soigner, ils vont être plus malades à cause du changement climatique. Ils vont être plus vulnérables à cause de tout ce que je vous ai raconté avant, qui sont moins riches, qui sont dans des situations de crise, etc. Ils vont être plus vulnérables, plus précaires, il va y avoir plus de renoncement aux soins, des migrants, etc. Des épidémies. Et puis, le profil des maladies va soigner. Il y aura peut-être un peu moins de maladies chroniques si on ne sait plus trop les financer. Il y aura peut-être des nouvelles maladies émergentes exotiques, genre le chikungunya, etc. C'est déjà en cours, tout ça. Chikungunya, West Nile, ça vous parle peut-être pas. C'est des maladies transmises par la dengue, ce genre de truc. C'est ce genre de maladie-là qui arrive chez nous. Retour des maladies de la précarité, de nutrition, dépression, addiction, etc. Des trucs pas sympas. Et puis même le changement climatique, les pollutions entraînent des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des maladies digestives. En fait, tout le corps peut être touché par le changement climatique. Il va également y avoir des risques de tension sur les approvisionnements, parce que si tout est fabriqué, tous les médicaments sont fabriqués en Inde, et puis que d'un coup, l'Inde est en guerre avec la France, ou qu'il y a des conflits géopolitiques, ça va être un sujet. Et puis le fait, en fait, la pharmacopée s'inspire énormément du vivant. La moitié des médicaments qui sont trouvés viennent de la nature. Donc si on détruit la nature, on n'a plus de médicaments. Et puis, je vous ai dit, les moyens financiers, en tout cas, vont diminuer. Donc, et en plus, notre système de santé va être soumis à rude épreuve de par toutes les crises humanitaires, sociétales, on va subir. Donc voilà, je passe. Tout ça, ça pourrait être les différentes maladies qui vont s'aggraver avec le changement climatique. Donc on voit le GIEC refait ce genre de truc, où ils disent qu'il y a plus de mortalité liée à l'ozone, au paludisme, à la chaleur, bien sûr, aux canicules, liées aux maladies vectorielles, etc. Ça, c'était une carte de moustique tigre en 2021, mais moi, sur mon balcon, l'année dernière, j'avais déjà des moustiques tigres, pas de problème. Donc voilà. Moustique tigre transmet le paludisme et ce genre de maladies simples. Donc, quelle sera la prochaine Covid? Le Covid, c'était la répétition générale avant ce qui va se passer à l'avenir. Je gérais ça comme des enfants un peu riches. Et est-ce qu'on sait de One Health, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, l'histoire que la santé humaine, en fait, ne peut pas être prise de manière
individuelle, mais en fait elle est dépendante de la santé des animaux, puisque beaucoup de maladies transmissibles viennent des animaux, les antibiorésistances viennent notamment souvent des animaux, etc. Et de la santé de l'environnement, et que tout ça est très fortement lié. Il y a le Lancet, qui est une revue scientifique connue et très de haut niveau, qui a fait un truc qui s'appelle le Lancet Countdown, donc le compte à rebours du Lancet, quoi, et qui recense du coup toutes les conséquences sur la santé du changement climatique. OMS, le changement climatique et la grande menace de la santé pour l'humanité. Vous voyez, quand on en rond, en fait, depuis le début. Bon, je reparle de ça, juste pour vous dire que les bâtiments, le bâti, va subir le changement climatique. Donc, c'est par exemple l'été dernier, à Nantes, panne de clim. Du coup, il y a eu des morts, parce que panne de clim. Dans l'hôpital. Si vous construisez votre hôpital à côté d'un endroit qui est submersible, c'est un sujet. Voilà. Alors, dans la santé, il y a un truc assez particulier que les soignants ont quand même pour rôle de ne pas aggraver l'état de santé des gens qui sont face à eux. C'est le primum non nécessaire, premièrement, de ne pas nuire lorsqu'on fait des soins. Or, vous voyez qu'en polluant, en soignant, pardon, on pollue. Donc c'est quand même une sorte un peu de question existentialiste du soignant. Puis il y a quand même ce devoir d'exemplarité, au moins du service public, de montrer l'exemple, d'être un moteur du changement. Donc, en fait, on peut mettre toutes les choses qu'il faut faire pour la décarbonation, genre isoler les bâtiments, revoir la façon de s'alimenter avec moins de viande, des choses plus locales, etc. Tout ça, c'est vrai. Il y a quand même des propositions spécifiques qu'on peut faire. D'abord, bien bilanter le bilan carbone de la santé, qui est très mal connu. Donc, il y a des gens qui sont techniques et qui sont bons pour ça. Il y a également des choses un peu plus spécifiques. Alors, c'est des propositions, mais lutter contre la surconsommation. C'est difficile de dire aux gens, on ne va pas vous soigner. Ça, c'est pas ouf. Par contre, axer beaucoup sur la prévention, c'est peut-être utile. En fait, c'est la sobriété du soin, c'est la prévention. Il y a quand même un sujet d'éducation des soignants et des populations, parce que, déjà, une visite chez le généraliste en France finit toujours par une ordonnance. Dans 90% des cas, vous sortez avec un médicament, et en fait, sur l'ordonnance, il y a en moyenne 2 à 3 médicaments. Alors qu'aux Pays-Bas, il n'y a que 40% des gens qui ressortent avec une ordonnance. Donc, et pourtant, les gens des Pays-Bas, ils ne sont pas plus malades que nous, ou moins malades. C'est juste une question de mentalité. Donc déjà, il y a des questions d'éducation des populations, des soignants à faire. Des médicaments qui pourraient être vendus ou délivrés à l'unité, etc. Et des jeux de communication, etc. Une meilleure partage d'informations, éviter le matériel chimique, etc. Agir sur les décès, réduire le nombre des déchets. Moi, quand je suis dermatologue, donc parfois je fais des prélèvements de peau. J'endors la peau, donc c'est tout petit, hein. J'ai besoin d'1 millilitre d'anesthésiant. Et l'hôpital, par défaut, me fournit une seringue de 10 millilitres. Ça fait une seringue énorme, en fait, les 3/4 de la seringue que je ne vais pas utiliser, qui a été produite et qui va finir à la poubelle immédiatement. Donc déjà, réduire tout simplement, utiliser le bon truc, la seringue de 2 millilitres, plutôt que d'utiliser la seringue de 10. Et là, tout de suite, on a une action très concrète. Les compresses, au lieu de prendre des compresses toujours stériles, qui ont forcément coûté des sous à la produire et sont polluantes, et qui sont en plus sous plastique, peut-être ne les réserver que pour les soins absolument stériles. Etc. Il y a des actions très concrètes qui peuvent être mises en place tout de suite. Puis il y a cette culture du est-ce qu'on veut toujours guérir les gens ou est-ce qu'on veut surtout les soigner, etc. C'est des choix de est-ce qu'on ne pourrait pas introduire la notion d'éco-conception des soins, faire des ateliers d'éco-conception des soins lorsqu'on fait un pansement, qu'on est une infirmière et qu'on fait un pansement, ok, je le fais selon les bonnes normes du soin et de l'hygiène, mais est-ce que je ne pourrais pas également penser en termes d'écologie, des ateliers qui pourraient être mis en place. Puis il y a des politiques de développement durable qui sont mises dans certains hôpitaux. On peut féliciter l'hôpital de Calais pour déjà avoir mis en place cette politique. Améliorer les organisations, etc. S'adapter, j'en ai parlé, mais ça c'est plus, je pense, sociétal. Et en fait, donc là c'est marqué prix. Et aujourd'hui, dans la santé, il n'y a que 2 facteurs de décision. C'est combien ça coûte et il faut que ça soit sécure. Sécurité, 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 sécurité. À force de faire de la sécurité. Et on pourrait peut-être intégrer un 3e critère de décision, notamment dans les achats publics. Voilà. Donc les élections globales doivent tourner en rond. En fait, collectivement, on a surtout intérêt dans la santé à sanctuariser nos besoins essentiels collectifs. Qu'est-ce que la société, collectivement, accepte de rembourser? Qu'est-ce qu'on sanctuarise? Voilà. L'éthique du soin, c'est toujours de soigner, c'est pas aux soignants de décider si on arrête de soigner les gens parce que ça pollue trop, c'est à la société de rationaliser et de rationner les soins. De par les sous et de par les pollutions.
Voilà, à nous de collectivement y penser. De toute façon, il n'y a personne d'autre que les soignants qui vont commencer à penser au sujet. Hein. La société n'est pas du tout s'en fout du sujet. Voilà. Et donc, il faut se responsabiliser et s'éduquer à la fois nous en tant que soignants et également par ricochet la population. Donc, il y a toujours ce guide qui peut servir de table de chevet, on va dire, pour quelqu'un qui est intéressé sur le sujet pour la santé spécifiquement. Et puis, je pense que en fait, les grandes lignes, c'est de faire des comités de développement durable dans les structures ou d'aller vers des cabinets écolos, de réfléchir à la pertinence des soins, faire des soins qui sont utiles et pas parce qu'on a l'obligation de moyens ou parce qu'on le fait au cas où. Non, il faut arrêter de penser comme ça, il faut être pertinent et penser prévention dès que possible. Le système n'est pas du tout fait pour la prévention, mais il va falloir prendre du temps et se donner le temps de faire la prévention. Voilà, j'ai plein de propositions à vous faire, mais je pense que c'est mieux pour l'instant là où on en est de peut-être accueillir vos réactions et puis peut-être échanger si vous avez des idées, si vous avez des propositions à faire, si vous avez n'importe. En tout cas, je pense que les gens qui sont là, vous avez donc il y a ce comité de développement durable qui existe. Je pense que le changement, il vient bien sûr de façon structurelle, par des décisions de direction, par des décisions de réglementation. On les attend et elles ne viendront pas si on ne va pas les chercher. Et elles viennent également par le terrain. Et vous avez compris que vous-même, toute personne à son échelon a certainement des idées très concrètes pour commencer à agir. Et je pense qu'il faut s'approprier le changement, que ce soit au niveau d'un secrétariat, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau d'un bloc opératoire, etc. Tout le monde, je pense, a déjà des idées de ce qu'il peut faire. Et à vous peut-être d'être du coup ambassadeur dans votre service. Pourquoi pas faire des petites formations aux autres, pourquoi pas porter un projet. Et porter un projet de service, ça peut créer une dynamique dans un service et c'est vraiment quelque chose qui permet de souder les équipes. C'est souvent très bien vécu. Voilà, et c'est optimiste en plus. Je vais passer là-dessus, c'est pas très important. Voilà, merci d'être venu, merci de m'avoir écouté et à vous la parole maintenant. Vous êtes tous libérés. J'imagine qu'il y a des questions ou des réactions peut-être ou des propositions. Bon, un grand merci parce que c'est quand même un challenge de venir nous faire toutes les étapes. Je pense que si on ne part pas du début, on ne comprend pas pourquoi il faut bouger. En fait, aujourd'hui, moi je comprends même parfois, moi, avant d'aller au boulot, je me dis mais pourquoi je vais au boulot quoi, hein. Pourquoi je ne suis pas dans la rue à. Voilà. Ouais, pratiquement. Donc ça doit vraiment. En tout cas, voilà, il y a besoin de comprendre au début qu'il y a quand même un sujet et qui doit être prioritaire dans notre ordre de liste à faire, parce que souvent c'est le cinquième truc, quoi, de la to-do list. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du changement climatique, mais c'est parce que dans notre quotidien, on rend compte réellement attention. Ouais. C'est ça qui est dommage. Une fois qu'on est sensibilisé, on s'en rend compte aujourd'hui toutes les semaines, hein, je pense. Il suffit d'ouvrir les yeux. Merci. Alors, je me permets de prendre la parole, Patricia Bassier, j'ai été soignante. Et donc, quand on écoute tout cela, on a pu également s'apercevoir de la progression, de l'évolution du soin dans l'hôpital. Moi, j'ai démarré avec des infirmières d'ici, et donc nous faisions des soins, on n'utilisait pas le matériel n'était pas le même, c'est-à-dire qu'on nettoyait nous-mêmes nos pinces quand on faisait des pansements, on les mettait dans un poupinet et pour Madame Delabre, vous avez confirmé, également pour tout ce qui était compresse. Donc on utilisait moins, on n'utilisait pas de plastique, on n'a pas mis plus d'infection. Donc est-ce qu'aujourd'hui notre société qui évolue, dans un sens, il faut qu'elle évolue, dans le bon sens, ne devrions-nous pas repartir sur nos bases et les fondamentaux que nous avons connus? C'est une question que je pose comme ça, qui est peut-être... Clairement, le matériel à usage unique, aujourd'hui, il faut s'interroger. Le matériel à usage unique, il faut s'interroger. Et en plus, c'est en quoi des gens de faire un service de stérilisation, alors ça coûte des sous, mais c'est en quoi des gens. La maladie du mouvement, là. C'est surtout utiliser à bon escient. Et pas ouvrir des packs avec plein de trucs dedans, juste un petit machin. C'est ce qu'on fait, parce qu'on le voit tout le temps. Par contre, on ne reviendra pas au tunnel. Bon, non, ça c'est hors de question. Le sujet n'est pas toujours de revenir complètement en arrière à la Joker, mais d'évoluer et de peut-être élaguer ce qui a été un peu surfait, surconsommé, voilà, on est allé trop loin. Revenir à l'essentiel, c'est important, mais pas forcément revenir en arrière, c'est pas toujours un... Alors,
Il y a une nostalgie parfois, c'est pas chouette d'aller sur la nostalgie, mais il y a des gens qui bloquent lorsqu'on parle de revenir en arrière. Il ne faut pas dire revenir en arrière. En fait, c'est le nouveau progrès. Il faut être cohérent. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une cohérence et un sens? Donc la pertinence, en J'ai effet. une autre remarque. Parce que quand même, toute l'explication du début, et c'est ce que je pense depuis très longtemps, même si ce n'est pas politiquement correct, la solution, ce serait quand même de diminuer la population. Alors il y a deux choses. C'est C'est assez radical, mais de toute façon, la Non, mais population, par exemple, ma mère, elle est en survie, c'est une honte. c'est un des quatre critères de l'équation Elle a que je vous ai montré tout à l'heure. aux antibiotiques. Et réguler la population par la natalité, il y a des choses à faire. Il y a deux c'est ma sujets. mère, hein. C'est soit on est aussi nombreux et on consomme autant et ça n'ira pas, soit on est moins nombreux et on consomme autant et ça ira, ou soit on est C'est quoi ça? aussi nombreux, on consomme moins et ça ira. Donc la population est forcément un sujet, mais n'est pas Elle a le seul 92 sujet. ans, elle a perdu. Il y a la consommation. C'est pas possible. Moi, je vais repartir du moment où vous nous avez demandé s'il y a des gentillistes. Donc, effectivement, moi, je pense qu'à partir des gentillistes, mais je trouve aussi que ça ne vient pas forcément. Moi, je suis cadre de l'encadrement, je travaille au bloc opératoire et nous avons des agents qui sont hyper sensibilisés, mais pas parce qu'ils sont soignants, mais parce qu'ils sont humains. Donc, voilà. Et donc, ils ont apporté leur sensibilité sur la question du développement durable. Ils se sont formés, on les a envoyés en formation, un infirmier anesthésiste, un infirmier bloc opératoire, et avec ce qu'ils ont eu comme enseignement, ils emmènent leurs collègues, chirurgiens anesthésistes, alors peut-être à petite échelle, mais au moins déjà commencer à faire la gestion. C'est comme ça que ça marche. Je Je pense que le changement, Voilà. dans une structure, il vient comme ça. Sinon, en fait, si vous avez de toute façon des applications verticales, descendantes, c'est comme l'hygiène. Et ben, en fait, les gens, ça leur casse les pieds. On leur met des normes, ça leur casse les pieds. Le changement, il faut que ça soit approprié, que les gens ils aient envie de le faire et se l'approprient. Et c'est plus facile de communiquer d'être soignant à d'être soignant, d'infirmier à infirmier, que quand c'est quelqu'un d'autre qui nous impose quelque chose. Je pense Et que ce les mode de dirigeants, on faction. est là pour mettre des conditions favorables à ce que cette régulation soit menée. Et j'avais un truc, je ne sais pas si c'est un jour. Je pense qu'effectivement, on a toujours vécu des guerres et c'est un mode de régulation des populations. La guerre n'est pas un mode de à l'échelle de l'humanité, c'est même pas les guerres qui régulent la population, hein, c'est la famine et la maladie. Nous avons rencontré Rien, je crois qu'il est vraiment. dans le groupe des Gilets. En tout cas, ce mode de fonctionnement, c'est ça qu'il faut promouvoir en tout cas. C'est d'avoir des ambassadeurs, des gens qui sont impliqués, peu importe leur projet, c'est de les soutenir. C'est vrai qu'un aspect qui est souvent visible et les gens commencent par ça, c'est les déchets parce qu'on les voit les déchets, c'est perceptible. Et en fait, il faut essayer de. Donc, c'est une approche qui est tout à fait cohérente, à condition de remonter un peu la filière, également de se poser la question est-ce qu'on a dû produire ce déchet? Est-ce que c'est le bon déchet? Mais il y en a des Et déchets. surtout, est-ce que nos filières de valorisation sont déjà abouties aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, on fait peut-être du tri, mais que deviennent ces déchets? C'était la question de ces deux soignants. Que deviennent ces déchets? Parce que selon où on se trouve, selon nos territoires, nos communes, l'hôpital n'ont pas forcément les mêmes prestataires et de ce fait-là n'ont pas forcément la même valorisation au prix. Et Avant, c'est on l'avait très laissé compliqué. avec du charbon. Hein. Je trouve que c'est très compliqué chez nous aujourd'hui au niveau des déchets, c'est qu'on ne fait pas le même prix chez nous qu'à l'hôpital, dans les mêmes couleurs de sacs poubelles et de containers, et en plus on est en train de beaucoup de confusion. Et il est vrai que cette normalisation permettrait peut-être d'avancer plus vite. Mais vous voyez, je pense qu'en fait, chacun, en fait, aujourd'hui, peut se dire, moi, mon rôle, dans l'hôpital, eh ben, comment je peux favoriser des actions qui existent ou porter des actions, voilà. Et c'est sûr que ça prend un peu de temps, hein, ça prend du temps à certaines personnes, c'est sûr, mais ce temps, il faut se l'approprier, je pense, tout simplement. Puis ça crée des émulations positives, hein, je pense. Je permets de rappeler que le comité de développement durable est ouvert à tous. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si on était 2000 à faire ce comité de développement durable, ce serait presque génial. On est que 25 à peu près, on va diviser sur 3 groupes. Faire partie de l'hôpital. Ce serait compliqué à animer, je suis d'accord, mais voilà. Et donc, voilà, s'il y a encore des personnes qui souhaitent venir nous rejoindre, voilà, pour tout C'est un appel du pied, je pense, tout à fait. Hein. C'est le moment de se motiver et de vous rejoindre. C'est déjà chouette que dans une structure comme l'hôpital de Calais, il y ait ce comité qui n'existe pas dans toutes les structures de soins. Donc profitez-en, vous avez des
coup des gens qui sont déjà organisés, des personnes ressources en fait, qui sont compétents sur le sujet et qui peuvent vous aider du coup à faire les bons arbitrages si vous avez des questions, peut-être. Voilà. Après, ça peut également faire l'objet d'une communication interne positive, d'une communication externe. Bref, tout ça peut être valorisé d'une façon très positive, quoi. Ça peut vraiment. Ouais. Je reviens sur l'idée que nous devons montrer l'exemple à nos populations et l'hôpital doit être exemplaire aussi sur toutes ces démarches de développement durable, parce que c'est nous qui faisons de la prévention, qui pouvons apporter de l'information. Je sais que Madame Bataille, au quotidien, au niveau des échographies, passe beaucoup de messages. Voilà, et c'est chacun individuellement qui va pouvoir faire avancer les choses. Ça prend parfois un peu de temps, mais faut s'accorder. Je pense que je vous ai montré qu'il faut s'accorder un peu plus de temps, en tout cas pour les choses importantes. Ouais. Et l'hôpital peut également, finalement, s'ouvrir. C'est vrai qu'on a souvent la vision d'un hôpital où on soigne les gens, mais pourquoi pas faire apporter des projets hors les murs, quoi. C'est aller au contact de la population. C'est ce genre de choses qui pourraient peut-être être en place. Bonjour. José Arpey, je suis directeur technique ingénieur biomédical. Donc, on a, de toute façon, l'hôpital de Calais créé quelque part l'inverse de ce qu'il fallait faire 10 ans à l'avance, pas 10 ans derrière nous. Je mettrai M. Mollard avec tout là-dedans. Il y a une décision qui a quand même été importante pour l'hôpital de Calais, c'était de faire la stérilisation à Dakar. Et c'est de là que tout a commencé, pour nous. La multiplication des instruments pour assurer les rotations, face à l'usage unique, parce qu'il fallait limiter effectivement le coût de la stérilisation externalisée. Donc finalement, tout ce que l'on vit aujourd'hui, on essaie de réduire les déchets, on essaie de faire plein de choses au niveau des soignants, c'est parce qu'aujourd'hui aussi, on n'a plus de stérilisation à l'hôpital de Calais. Et peut-être que la question fondamentale pour nous, mais là, il faudrait travailler avec les pharmaciens pour voir s'il est possible de revenir en arrière. Le fait de remettre une stérilisation au plus près de la production finalement de déchets, de repartir en arrière, ce serait on consommerait moins, on aurait besoin sûrement moins d'instrumentation, du coup moins de déchets, tout ce que l'on veut derrière. Peut-être que pour vous, l'hôpital de Calais, peut-être c'est déjà cette discussion. C'est un bon projet déjà assez structurel. Ça serait c'est l'inverse, parce que finalement on avait une cité, on a quand même cette expérience d'une cité certifiée qu'on a eue dans un siège d'hôpital qui marchait très bien. On pouvait faire les choses rapidement parce que c'était stérilisé rapidement, ça nous évitait d'acheter énormément de matériel. Aujourd'hui, nous on a fait finalement le chemin inverse et tous les déchets, c'est à cause de tout le monde, c'est pas la délocalisation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, cette décision-là, on a des conséquences. Et puis après, c'est notre valorisation, ça a peut-être un coût, mais c'est aussi quelqu'un qui est employé. Un employé humain. C'est difficile à entendre pour un gestionnaire qui a fait ses sous et on le sait. Comme gestionnaire, je suis pharmacien, moi je suis aussi favorable à la récupération du institut parce que c'était une ineptie à l'époque de la supprimer, on n'a rien pu faire pour la supprimer. Et on a vu que ça triplait le parc d'instrumentation réutilisable. Ça coûte plus cher en fonctionnement. Et il y a aussi un type qui fait la navette 3 fois par jour entre Calais et Dunkerque. Donc on est nul, franchement, en termes environnementaux. Vous allez améliorer, c'est bien. Voilà, il y a des choses qui sont assez simples, en effet, qui peuvent paraître évidentes et faire consensus. Il y a des choses qui sont plus complexes, mais vous voyez, il y a plein d'idées, je pense, qui peuvent germer. Justement, je pense que c'est là où un comité de développement durable peut permettre d'organiser les choses, de hiérarchiser également les impacts qui seront les plus importants, les actions à prioriser, tout en laissant le terrain s'approprier certaines actions simples, souvent axées sur les déchets. Votre question ? C'est pareil. Comment fait-on pour modifier la consommation ou l'utilisation des médicaments dans un hôpital? Ça passe par la prescription avant beaucoup. Hein. Donc c'est quand même essentiel. Les médecins sont les prescripteurs et il faut apprendre à prescrire justement. La pertinence de la prescription aujourd'hui est quand même un sujet. Je veux dire, Mathieu, tu sais bien que
Un hôpital, c'est complexe et surtout, c'est dans un système complexe. Mais c'est pour ça que j'en parle. On a parlé de l'achat des médicaments, elle n'est pas dépendante de l'hôpital. C'est les centrales, je pense. Hein. Ouais. C'est les centrales. Bah, ce qu'il y a, c'est que les pouvoirs publics sont toujours soumis à des réglementations assez. Voilà. Donc je sais pas. Je pense que c'est au niveau du GHT qui, je sais pas comment ça marche. Les achats de médicaments. Il y a le groupe régional. Non, France, mais peut-être à vous, pharmaciens également, de faire pression pour et de faire en sorte que les médicaments soient européens dans un premier temps. Que ça puisse être un critère de décision pour les critères d'approvisionnement. Déjà, on voit régulièrement des ruptures d'approvisionnement de médicaments. Et donc, on sait que si on met la priorité sur plutôt de l'européen, on va être moins soumis à ces... Donc, c'est un vrai sujet au-delà du sujet climat. Les critères de coût, je pense qu'on peut payer un petit surplus pour des raisons écologiques ou d'approvisionnement. Bonjour, je suis pharmacienne aussi dans l'équipe de Fabrice. Et du coup, en fait, les critères de développement durable, ils sont maintenant obligatoires dans les achats publics, et du coup ça fait partie vraiment de nos critères de choix. Justement, par exemple, les conditionnements unitaires pour les médicaments, au lieu d'avoir des plaquettes où on en prend un, on jette le reste. Et du coup, ça, on lui donne une meilleure note. Même si le médicament coûte plus cher, on va favoriser ce critère-là, par exemple. Donc ça existe déjà, c'est ce qu'on fait, mais en effet, là par exemple, la lévofloxacine en rupture, la note unitaire est en rupture, on est obligé d'acheter un autre antibio qui est par plaquette, et là, on retourne en arrière, quoi. Et c'est ça tous les jours. Hein. Mais en fait, c'est là où ça peut quand même émettre des signaux indirects aux industriels quand même. Moi, il faudrait qu'ils soient obligés de faire des bien sûr. Pour tout, en fait. Ouais, bah, c'est une des propositions du Shift Project, hein, clairement, c'est marqué noir sur blanc dedans. Mais chacun a un pouvoir d'influence, à défaut d'être soumis à des réglementations qui n'arrivent pas. Chacun a un pouvoir d'influence quand même sur l'échelon du dessus, quand vous passez une commande ou quand vous discutez avec les gens avec qui contractualisé, vous avez un pouvoir d'influence. On va faire un peu mieux aussi dans les crèmes, parce qu'il y a des en pédiatrie, on est là qui sont super sensibilisés à ça. Et moi, je l'ai soumis au GCS, parce qu'on est, voilà, GCS par France, on est une centaine d'hôpitaux, hein, dans la ville, et en fait, ça n'a pas été retenu, parce qu'il y a d'autres critères. Ouais. Mais, alors, c'est un jeu d'échecs, où quand on avance un pion, bah, parfois on est bloqué. Alors, on sait que c'est ce coup-là qui fera échec et mat, mais on est bloqué là. Donc il faut avancer ailleurs, et puis à un moment ça va se débloquer, ou ça va ouvrir une porte ailleurs. Je pense que toutes les personnes qui ont porté un projet un jour dans leur vie s'en sont rendues compte que parfois ça bloque un endroit, et ben, on reviendra plus tard dessus, tant pis. Ouais. Parce que Fabrice, il est gentil, il a pas levé de polémique, mais il a demandé, même encore aujourd'hui, on la demande, et c'est non. Enfin, donc en effet, il y a des dirigeants, il y a des gens qui... C'est des histoires de choix, d'arbitrage, ouais, c'est sûr. Hein. Voilà. Mais à vous de faire pression, et puis je pense qu'il y a différentes sensibilités également à la direction maintenant. Vous avez déjà un peu répondu à ce que j'avais pensé. Justement, c'est les pouvoirs et au niveau des dirigeants, donc de la direction. Prenons une idée politique, le changement, c'est maintenant. Hein. C'est un peu difficile, on s'en rend compte, hein, justement, même si on arrive en portant un projet en disant on peut gagner de l'argent, non, on n'y va pas parce qu'il faut sortir de l'argent. Donc malheureusement, on est toujours dans cette continuité de sortir de l'argent et de voir l'investissement à long terme. C'est un peu difficile. Et moi, je me rends compte, en travaillant moi dans l'informatique, là c'est ce que j'ai vu aussi, au sein de l'hôpital, j'ai été frustré en apprenant qu'on faisait encore beaucoup de farces en interne. Donc, alors qu'il y a des choix à côté. Certes, les coûts des serveurs, c'est pas en termes de CO2, c'est pas ce qui connu le plus. Mais on a des choses à faire, et c'est surtout les habitudes à faire. Les personnes sont habituées, c'est ce que j'ai pu voir avec d'autres personnes, et les gens sont habitués. Il faut faire du changement, et c'est difficile, je perds plus de temps, mais. C'est pour ça que j'ai passé un moment à essayer de parler de psychologie, du changement, etc. Parce que c'est des choses dont on n'a pas... C'est difficile à mettre en place, hein, c'est difficile, c'est un vrai sujet. Il y a quand même des leviers, hein, mais il faut réussir à parler aux gens, quoi. Il faut remettre du contact humain. C'est vrai que quand on a une structure assez importante, et ben, ça devient plus difficile. Donc, on remet du contact à l'échelon sur le terrain. Quoi.
Justement, donc, vous avez bien développé le sujet. C'est revenu plusieurs fois l'urgence. Et bien, on sait qu'on est des gros consommateurs à l'hôpital. Donc pourquoi pas aussi proposer des formations à tous les agents, parce que comme on l'a dit tout à l'heure aussi, nous on est là parce qu'on est sensibilisés. Il y a beaucoup de soignants qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne sont pas du tout, et qui ont exactement les réactions que vous avez décrites. Et en fait, oui, on veut toucher les gens, les soignants, les patients, la famille, etc. Mais il y a des choses qui se mettent en route, c'est très frustrant parce que quand on a des envies, des idées, on est toujours bloqué, très souvent. Mais il faut continuer, je pense. Je pense que c'est là où le comité de développement durable peut à la fois peut-être avoir une casquette de proposer ou d'être un lieu avec des ressources de formation. Après, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque public, il faut s'adapter à chaque public. Il y a aussi un temps un temps duquel les gens n'écoutent plus, donc peut-être fragmenter l'information. C'est plus facile que ce soit un infirmier qui parle à un infirmier, un médecin qui parle à un médecin, etc. En tout cas, moi, ça fait 20 ans que je dis à mes collègues des interci, pas ça, machin. Et comme vous l'avez expliqué, que le gars qui vient tout seul en vélo au début on passe pour un illuminé, et puis en fait, ça vient petit à petit, mais c'est pas assez. Non. Mais en tout cas, pour former les gens, je pense que c'est important, il faut le faire. C'était un des trucs que j'ai mis au début, faire son bilan carbone et se former sans se produire. Mais je pense qu'un comité de développement durable peut au moins avoir des outils, des supports, des infos qu'on peut mettre à disposition des soignants qui sont motivés pour aller parler à des soignants, des personnels, pas que des soignants, des gens qui sont motivés. Et je pense que l'information elle passe mieux quand on est du même groupe socio-professionnel et de la même fonction, parce que on utilise le même langage. Et c'est plus. On écoute mieux quoi. Quand c'est quelqu'un de la direction qui parle. Un médecin qui parle au médecin. Toujours pareil, mais c'est comme ça. Sage-femme qui parle aux sages-femmes. Donc je pense que le comité de développement durable peut avoir peut-être ce truc d'être ressource, voire d'organiser de temps en temps, une fois par an, un atelier, une formation, j'en sais rien. La semaine de développement durable. Voilà, très bien. Excellent. Et il y avait une deuxième aspect à votre. Bon, pardon. Oui, c'était la formation systématique en fait, en tout cas information. Après, oui, non mais. Après, on peut aussi, j'ai bien eu aussi l'idée d'inclure automatiquement toutes nos démarches de développement durable dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, on fait des procédures, des protocoles qualité. On inclut beaucoup d'éléments dans ces procédures, mais est-ce qu'on a mis la démarche automatiquement comme un critère, un des points essentiels, voilà, par rapport au tri des déchets, on met certainement quelque chose, mais est-ce qu'on a mis derrière utiliser uniquement les bonnes compresses, utiliser, voilà, est-ce qu'on le met dans le mot de procédure? C'est pas encore intégré. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer d'uniformiser une méthode, quelque chose à faire, mais on n'a pas forcément mis une ligne supplémentaire sur ce point-là. Mais ça peut être aussi quelque chose qu'on pourrait proposer. Dans le comité des développement durable, nous sommes tous en poste dans d'autres missions. Et donc, à temps réduit, c'est-à-dire que les hôpitaux aujourd'hui ne sont pas encore vraiment financés pour pouvoir avoir de véritables personnes qui sont là à temps plein pour tout cela. Mis à part Mehdi qui est avec nous, mais éclaté sur 13 établissements, c'est ça, 14 établissements. Voilà. Et lié uniquement à la transition énergétique, puisque nous avons une obligation de réduire notre consommation d'énergie depuis quelques années avec des critères d'objectifs évidemment qui pourraient nous tomber dessus. Mais voilà, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie comme un service qualité qui est reconnu et qui n'est pas producteur de soins, mais producteur de pas d'autre chose positive. Je ne sais pas si l'idée, quelle heure il est, ou si on démarre. 2h moins 5. 2h moins 5. Bon, après, on peut discuter de façon plus informelle, ou si vous avez encore quelque chose à ajouter, peut-être. En tout cas, je pense que c'est important de mettre du lien entre ce comité qui existe déjà, le terrain, hiérarchiser les actions et faire de la com en interne. La com en interne permet aux gens justement d'ouvrir les yeux en fait sur un sujet tout simplement, même peu importe ce qu'on raconte dans la com. Tu vois, il y a certainement l'écologie pour les profiter de cette dynamique, de cette journée dynamique. Toujours ouvert au comité des développement durable. Il y a 3 plateaux si vous voulez jeter vos déchets, parce qu'on n'a pas mis les poubelles en adéquation, donc le tri est possible et nous ferons nous-mêmes après. Merci, grand merci de votre
Merci.